L'air sous le palais d'Alexandrie n'était pas seulement lourd, il était épais, chargé de significations qui ne pouvaient être prononcées à voix haute. Là-bas, où la lumière des lampes parvenait à peine à vaincre l'obscurité, le temps semblait se comporter différemment. Les murs, recouverts de reliefs anciens, montraient des dieux qui naissaient, mouraient et revenaient transformés. Ce n'étaient pas de simples décorations, c'étaient des avertissements. Des rappels qu'en Égypte, la frontière entre l'humain et le divin avait toujours été fragile. Le chant avait cessé, et dans ce silence soudain, chaque respiration devenait audible. Ce n'était pas un silence de paix, mais de retenue. Le genre de silence qui apparaît lorsque toutes les personnes présentes comprennent qu'elles ont franchi un seuil dont il n'y a pas de retour. Au centre de l'espace rituel se tenait Cléopâtre, non pas en tant que reine, non pas en tant que femme mortelle, mais en tant qu'Isis incarnée, drapée de lin très fin, resplendissante sous la poussière dorée qui reflétait la lumière tremblante des flammes. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas, elle observait. Cette immobilité était en soi une forme de pouvoir. Autour de son cou pendait le nœud d'Isis, ancien symbole de la domination sur les limites, entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peur, entre l'obéissance et la reddition. Dans ses mains, elle tenait le sistre cérémoniel, un objet destiné à chasser les forces invisibles. Mais elle ne l'agitait pas. Elle le tenait comme celle qui décide quand quelque chose commence et quand cela se termine. Face à elle, 3 hommes restaient à genoux. 2 prêtres égyptiens qui avaient consacré des décennies au temple et aux rituels les plus anciens. Et un médecin grec, formé à l'observation rationnelle, dont la main tremblait en essayant d'écrire sur papyrus. Aucun d'eux n'était là par hasard. Aucun n'ignorait que ce qu'ils étaient sur le point de voir ne pourrait jamais être raconté directement. Entre eux, sur un autel de pierre, il y avait quelque chose qui transformait ce moment en plus qu'un acte religieux, plus qu'une représentation symbolique. Quelque chose qui transformait le rituel en un point de non-retour. À partir de cet instant, toutes les personnes présentes seraient unies par une connaissance partagée, par une vérité qui ne pouvait survivre à la lumière du jour. Des siècles plus tard, les Romains tenteraient d'effacer toute trace de ce qui s'était passé dans des chambres comme celle-ci. Ils brûleraient des textes, ils interdiraient les mentions, ils diffameraient le nom de Cléopâtre avec des mots chargés de mépris. Séductrice, sorcière, reine décadente d'Orient. Mais cette propagande, répétée maintes et maintes fois, cachait quelque chose de plus troublant. Cléopâtre n'était pas l'esclave de ses impulsions. C'était une observatrice méticuleuse de la nature humaine. Elle comprenait quelque chose que de nombreux dirigeants n'avaient jamais osé explorer. Que le désir crée des vulnérabilités, que la peur, lorsqu'elle est combinée au sacré, produit l'obéissance. Que le fait d'être témoin de l'interdit génère des liens plus forts que n'importe quel serment. Et que le silence partagé est l'une des formes de contrôle les plus efficaces. Ce qui se passait dans ces chambres souterraines n'était pas décrit avec des mots clairs, même entre ceux qui y avaient été. Cela se transmettait par fragments, par allusions, par des regards qui évitaient de se croiser. Les médecins hésitaient sur ce qu'il fallait enregistrer. Les prêtres discutaient à voix basse si cela appartenait au domaine des dieux ou à quelque chose de beaucoup plus perturbant. Pour Cléopâtre, cependant, il n'y avait pas de contradiction. Le rituel, la science, le pouvoir et l'esprit humain faisaient partie d'un même système. Un système qui pouvait être étudié, perfectionné et utilisé. Elle savait que, lorsque la religion se mêle à la transgression, l'impact psychologique se multiplie et que ceux qui participent à ce croisement sont marqués à jamais. Ceci n'est pas l'histoire d'une reine célèbre uniquement pour sa beauté. C'est l'histoire d'une femme qui a compris que la vraie domination ne s'exerce pas seulement avec des armées ou des richesses, mais avec la capacité d'influencer le plus profond des gens. Ce qui ne se confesse pas. Ce que l'on craint de nommer. Et pour comprendre comment quelqu'un en vient à explorer ses limites sans reculer, nous devons revenir au début. À la dynastie qu'il a formée. À un monde où le pouvoir était hérité avec la trahison. Et où survivre signifiait apprendre très tôt que la compassion pouvait être une faiblesse fatale. Pour comprendre Cléopâtre, il faut d'abord comprendre le monde qu'il a créé.
non pas l'Égypte idéalisée des temples sereins et de la sagesse éternelle, mais la cour ptolémaïque réelle. Un lieu où le pouvoir n'était pas hérité avec stabilité, mais avec suspicion. Où le sang partagé ne signifiait pas la loyauté, mais la menace. Où chaque jour pouvait être le dernier si l'on commettait l'erreur de faire confiance à la mauvaise personne. Cléopâtre est née au sein d'une dynastie étrangère, régnant sur l'Égypte depuis près de 3 siècles. Les Ptolémées étaient rois grecs, non égyptiens, et maintenaient leur domination par un mélange dangereux d'alliances, de pots de vin et de violences internes. Pour conserver le trône, ils avaient normalisé des pratiques que même d'autres royaumes considéraient comme extrêmes. Mariage entre frères et sœurs, élimination silencieuse de parents gênants, exil stratégique qui se terminèrent presque toujours par des disparitions définitives. Le palais d'Alexandrie, avec vue sur le port le plus riche de la Méditerranée, était à la fois un centre intellectuel incomparable et un champ de bataille invisible. À quelques pas s'élevait la bibliothèque, symbole du savoir humain accumulé. Mais à l'intérieur des murs du palais, ce savoir coexistait avec une logique brutale. Seul survivait celui qui comprenait que la morale était flexible et que la pitié ne protégeait personne. Cléopâtre a appris ses leçons très tôt, non par des discours, mais par des exemples. Le plus décisif s'est produit alors qu'elle n'avait que 14 ans. Sa sœur aînée, Bérénice, a pris le pouvoir tandis que leur père, Ptolémée XII, avait fui à Rome pour acheter un soutien politique avec de l'or égyptien. Pendant 3 ans, Bérénice a gouverné efficacement. Elle a maintenu l'ordre. Elle a administré l'économie. Elle a montré une compétence qui contrastait douloureusement avec la faiblesse de son père. Rien de tout cela n'importait quand il est revenu escorté par des soldats romains. Le message était clair et impitoyable. Le mérite ne protégeait pas. La capacité ne garantissait pas la survie. Bérénice fut éliminée sans cérémonie, non pour avoir mal gouverné, mais pour avoir osé gouverner tout court. Cléopâtre fut témoin de ce dénouement. Et avec lui, elle comprit une vérité qu'elle n'oublierait jamais. Le pouvoir ne récompense pas la justice. Il n'obéit qu'à la force. À partir de ce moment, la famille cessa d'être un refuge émotionnel. Elle devint une variable stratégique. Cléopâtre apprit que les liens du sang étaient insignifiants lorsqu'ils entraient en conflit avec l'autorité, que la légitimité était une fiction utile, mais fragile, et que Rome, et non l'Égypte, était l'arbitre final de la vie et de la mort des rois. En même temps, Cléopâtre reçut une éducation exceptionnelle, même pour les standards de la cour. Elle apprit les langues non comme un ornement, mais comme un outil. Elle parlait grec, latin et égyptien, mais aussi les langues des peuples voisins, ce qui lui permettait de communiquer sans intermédiaire. Cette capacité lui donna plus que du savoir. Elle lui donna du contrôle. Elle savait que celui qui contrôle le langage contrôle la signification. Et celui qui contrôle la signification contrôle les décisions. Elle étudia les mathématiques, l'astronomie, la médecine. Elle se familiarisa avec les traditions rationnelles grecques et les pratiques rituelles égyptiennes. Elle ne voyait aucune contradiction entre les deux. Pour elle, c'était 2 façons d'aborder la même question. Comment le monde fonctionne-t-il et comment ces mécanismes peuvent-ils être influencés? Pendant que d'autres jeunes nobles apprenaient à gouverner par décret et cérémonie, Cléopâtre apprenait à observer les schémas, les réactions, les causes et les effets. La chimie ancienne, ce que nous appellerions aujourd'hui un mélange de science et d'alchimie, la fascina particulièrement. Elle y découvrit que les mêmes substances pouvaient guérir ou nuire, embellir ou détruire, selon la dose et le contexte. Cette ambiguïté marquerait sa vision du pouvoir. Rien n'était intrinsèquement bon ou mauvais. Tout dépendait de comment et pourquoi c'était utilisé. Lorsque son père mourut et que Cléopâtre accéda au trône aux côtés de son jeune frère, elle n'était plus une jeune femme naïve. Elle était quelqu'un qui avait vu comment la légitimité pouvait s'évaporer du jour au lendemain, qui avait appris que Rome ne protégeait pas les justes, mais les utiles, et qui avait compris que, pour survivre, elle devait devenir indispensable, troublante et impossible à ignorer. L'enfant qui avait observé la chute de sa sœur devint une souveraine qui ne permettrait jamais à d'autres de décider de son destin sans résistance. Et cet apprentissage, acquis dans l'intimité brutale de sa propre famille, serait la base de tout ce qui allait suivre.
La connaissance pour Cléopâtre n'a jamais été une abstraction. Ce n'était pas quelque chose destiné uniquement à la contemplation ou au prestige intellectuel. C'était un outil, un instrument aussi concret qu'une armée ou une flotte. Et, comme tout outil puissant, elle pouvait être utilisée pour construire ou pour soumettre. À Alexandrie, le savoir n'était pas séparé du pouvoir. Les médecins, astronomes et philosophes qui déambulaient dans les couloirs du palais n'étaient pas de simples érudits. C'étaient des atouts stratégiques. Cléopâtre l'a clairement compris. Tandis que d'autres gouvernants utilisaient la connaissance pour renforcer leur image, elle l'utilisait pour comprendre les limites du corps et de l'esprit humain. Pour découvrir jusqu'où la volonté pouvait s'étirer avant de se briser. Ses études de médecine ne se sont pas limitées à guérir les maladies. Elles se sont concentrées sur l'observation. Comment une personne réagissait-elle à la peur? Comment la perception changeait-elle sous la pression? Que se passait-il lorsque la conscience restait éveillée alors que le corps semblait se rendre? Ces questions n'étaient pas formulées à voix haute. Elles circulaient dans des espaces clos, protégés par des serments et des silences denses. Cléopâtre savait que l'esprit humain est plus malléable que la plupart des gens ne l'admettent. Que l'environnement, le rituel, l'attente et l'autorité peuvent transformer l'expérience de tout individu. Elle n'avait pas besoin de recourir à la force visible lorsqu'elle pouvait créer des situations où les gens se soumettaient sans comprendre entièrement pourquoi. La clé était dans le contexte. Encadrer chaque action dans une logique supérieure, religieuse, scientifique ou politique. C'est pourquoi les rituels étaient si importants, non pas comme des actes de foi naïves, mais comme des scénarios soigneusement conçus. L'éclairage tamisé, les chants anciens, l'arôme de l'encens, l'utilisation de langages archaïques, tout était calculé pour déplacer les participants hors de leur état mental habituel, pour leur faire sentir qu'ils participaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui exigeait obéissance et silence. Les médecins qui assistaient à ces rencontres ne comprenaient pas toujours immédiatement ce qu'ils observaient. Ils tentaient de l'analyser avec des catégories rationnelles, de prendre des notes, de chercher des causes physiques. Mais ils découvraient vite que ces catégories étaient insuffisantes. Ce qui s'y passait ne pouvait s'expliquer uniquement par l'anatomie ou la pharmacologie. C'était une expérience totale, sensorielle, émotionnelle et symbolique à la fois. Cléopâtre observait ces réactions avec une attention froide. Non avec une cruauté visible, mais avec concentration. Pour elle, chaque réponse humaine était une donnée. Chaque geste involontaire, chaque changement de respiration, chaque silence prolongé apportait des informations. Des informations qui pouvaient être utilisées plus tard, dans les négociations, dans les alliances, dans les moments de crise. Cette approche la différenciait des autres dirigeants de son temps. Beaucoup utilisaient la peur de manière directe. Châtiments publics, exécutions exemplaires. Cléopâtre préférait quelque chose de plus subtil. Un type de domination qui laissait des marques invisibles. Des personnes qui, après avoir été témoins de certaines choses, ne pouvaient plus se voir comme avant. Qui étaient liées non par des chaînes, mais par des souvenirs partagés et par l'impossibilité de les expliquer aux autres. Dans le monde moderne, nous appellerions cela de la manipulation psychologique, de l'ingénierie sociale, un contrôle par l'expérience. Mais dans le contexte antique, ces pratiques étaient minces cachées sous des couches de sacralité et de connaissance, et cela les rendait encore plus efficaces. Car les remettre en question signifiait défier non seulement une reine, mais aussi les dieux qu'elle prétendait représenter. Cléopâtre a compris quelque chose qui reste inconfortable aujourd'hui, que le pouvoir le plus durable n'est pas celui qui s'impose de l'extérieur, mais celui qui s'installe à l'intérieur des gens, celui qui transforme la perception de la réalité, celui qui fait du silence un choix et non une obligation. Et tandis qu'elle perfectionnait ses techniques dans l'ombre, le monde extérieur approchait d'un point de rupture. Rome, toujours présente comme menace et opportunité, était sur le point de croiser son chemin de manière décisive. Une rencontre qui changerait non seulement son destin, mais l'équilibre entier de la Méditerranée. Rome n'était pas seulement une puissance étrangère pour Cléopâtre, c'était l'axe autour duquel tournait la survie de l'Égypte. Un allié potentiel, certes, mais aussi un prédateur patient. Cléopâtre le savait depuis l'enfance. Elle avait vu son père mendier protection au Sénat. Elle avait vu comment les généraux romains décidaient des destins avec la même facilité qu'ils signaient des décrets.
et elle comprenait que, tôt ou tard, elle devrait affronter Rome non pas avec des armes, mais avec quelque chose de plus difficile à contrer. Ce moment arriva avec Jules César. Lorsque César entra dans Alexandrie poursuivant son rival vaincu, il n'arriva pas en invité, il arriva en arbitre, en juge d'une dispute dynastique que, en réalité, Rome avait créée et soutenue pendant des décennies. Cléopâtre était exilée, entourée d'ennemis, consciente que toute erreur serait définitive. Elle ne pouvait se permettre de paraître faible. Elle ne pouvait pas non plus se présenter comme une suppliante de plus. Son apparition devant César ne fut pas une improvisation, ce fut une déclaration, un acte de théâtre politique conçu pour briser le scénario romain. Au lieu d'accepter le rôle de reine subordonnée, Cléopâtre se présenta comme quelque chose de différent, une interlocutrice inattendue, intelligente, audacieuse, impossible à ignorer. Elle ne demanda pas de protection, elle offrit une alliance. Elle parla en latin sans traducteur. Ce détail, apparemment mineur, altéra la dynamique du pouvoir. Il montra à César qu'il n'était pas face à une figure décorative, mais face à un esprit capable de comprendre Rome de l'intérieur. Cléopâtre ne cacha pas sa précarité, mais la transforma en opportunité. L'Égypte, sous son contrôle, pouvait être une source stable de richesse et d'approvisionnement pour Rome. Sous d'autres, elle ne serait qu'un problème constant. César, un homme habitué à évaluer les gens avec une rapidité brutale, perçut quelque chose qui allait au-delà de l'attrait ou de la commodité immédiate. Cléopâtre était stimulante, intellectuellement dangereuse. Converser avec elle n'était pas une formalité, c'était un défi, et cela, pour quelqu'un comme César, était irrésistible. Ce qui suivit fut une alliance qui combina stratégie et proximité personnelle, d'une manière qui dérangea profondément Rome. Cléopâtre comprenait que l'accès émotionnel pouvait renforcer la loyauté politique. Elle n'avait pas besoin de dominer, il lui suffisait de devenir indispensable. Créer une association où la séparation serait coûteuse, tant en termes de pouvoir que d'identité. Après la mort de César, le monde romain se fragmenta à nouveau. Et Cléopâtre, loin de se replier, agit de nouveau. Marc-Antoine n'était pas César. Il était impulsif, charismatique, vulnérable à la fascination. Et Cléopâtre le comprit presque immédiatement. Quand il la convoqua pour rendre des comptes, s'attendant à la soumission, elle répondit par le spectacle. Son arrivée ne fut pas une visite diplomatique. Ce fut une scène soigneusement composée. Musique, arômes, symboles religieux réinterprétés. Cléopâtre ne se présenta pas comme une reine mineure cherchant l'approbation, mais comme une figure qui débordait les catégories romaines. Égale, peut-être supérieure, elle n'eut pas besoin d'élever la voix. Le message était dans l'expérience même. Antoine fut pris au piège non par une promesse concrète, mais par une sensation, celle d'être face à quelqu'un qui offrait un monde différent, un espace où les règles romaines semblaient insuffisantes. Cléopâtre transforma la négociation en une expérience vécue, et ce faisant, elle déplaça l'équilibre des pouvoirs sans avoir besoin d'une confrontation directe. De l'extérieur, Rome interpréta cette relation comme de la décadence, comme une corruption orientale. Mais cette lecture simplifiait quelque chose de bien plus complexe. Cléopâtre ne perdait pas le contrôle. Elle l'exerçait d'une manière que Rome ne savait pas nommer, mélangeant intimité, théâtre, religion et politique en une seule structure d'influence. Pour de nombreux sénateurs, cela était intolérable. Car cela suggérait que le pouvoir ne dépendait pas seulement des légions et des lois, mais de la capacité à modeler les désirs et les perceptions. Cléopâtre incarnait cette menace. Et tandis que son influence grandissait, la peur qu'elle éveillait chez ceux qui avaient besoin de la dépeindre comme monstrueuse pour justifier sa destruction grandissait également. L'alliance avec Rome avait atteint son point culminant. Et aussi le plus dangereux. Car plus Cléopâtre était proche du cœur du pouvoir romain, plus il devenait urgent pour ses ennemis de l'en arracher, même si pour cela, il devait réécrire toute l'histoire. Le véritable cœur du pouvoir de Cléopâtre ne se trouvait ni dans les banquets publics, ni dans les alliances visibles. Il était dans les espaces clos, dans les chambres où la lumière était tamisée et où les mots prenaient un poids différent. Là, loin des regards des ambassadeurs et des chroniqueurs, la reine perfectionna l'un des outils de domination les plus anciens et les plus efficaces, le secret partagé. Cléopâtre comprenait que toutes les loyautés ne s'achetaient pas avec de l'or, ni ne s'imposaient par des menaces. Certaines se construisaient plus profondément, presque irréversiblement, lorsque plusieurs personnes traversaient ensemble,
une expérience qui ne pouvait être expliquée sans se trahir elle-même. Être témoin de quelque chose d'interdit, quelque chose qui défie les normes visibles, crée un lien qu'aucune promesse formelle ne peut égaler. C'est pourquoi les rituels jouaient un rôle central dans sa manière de gouverner. Ce n'étaient pas de simples expressions de foi, c'étaient des scénarios psychologiques. Chaque élément était calculé, le choix du lieu souterrain, la sensation d'enfermement, la répétition de formules anciennes, l'utilisation de symboles renvoyant à la mort et à la renaissance. Tout cela induisait un état mental dans lequel l'autorité de Cléopâtre devenait absolue, presque incontestable. Les prêtres égyptiens, formés dès l'enfance au respect des mystères, comprenaient que certaines connaissances ne devaient jamais sortir des temples. Les médecins grecs, éduqués à l'observation rationnelle, se retrouvaient soudain face à des expériences qui dépassaient leurs catégories habituelles. Cette tension entre raison et sacralité était délibérée. Cléopâtre savait que la confusion renforce la dépendance. Ceux qui étaient invités à ces rencontres n'en sortaient pas les mêmes. Pas nécessairement parce qu'ils avaient vu quelque chose de concret, mais parce qu'ils avaient participé à quelque chose qui les plaçait en dehors du monde ordinaire. À partir de ce moment, parler devenait impossible. Se taire, en revanche, devenait une forme de survie. Le silence n'était plus imposé d'en haut, il était choisi de l'intérieur. En termes modernes, nous pourrions parler de complicité structurelle. Cléopâtre transformait les témoins en gardiens, des personnes qui protégeaient le secret non seulement par peur, mais parce que ce secret les définissait aussi. Il les convertissait en partie d'un cercle exclusif, séparé du reste du monde par une frontière invisible. La religion offrait le cadre parfait pour ce mécanisme. Sous l'identité d'Isis, Cléopâtre n'était pas simplement une gouvernante. Elle était un canal, un point de contact entre l'humain et le divin. Questionner ses actes signifiait questionner l'ordre cosmique qu'elle prétendait représenter. Et dans une société où les dieux n'étaient pas des métaphores, mais des présences actives, ce questionnement avait des conséquences profondes. Les Romains, observant de l'extérieur, n'ont jamais totalement compris ce système. Ils interprétaient les rituels égyptiens comme des excès ou des déviances, comme quelque chose d'obscur qui devait être condamné. Mais cette incompréhension jouait en faveur de Cléopâtre. Plus ces actes étaient étrangers à la logique romaine, plus il était facile de les envelopper de mystère et de les protéger d'un examen direct. À Alexandrie, le pouvoir de Cléopâtre ne reposait pas seulement sur des décrets ou des armées. Il reposait sur des expériences partagées qui ne pouvaient être racontées, sur la certitude que certaines limites, une fois franchies, ne permettaient pas de retour, et sur l'habileté de la reine à transformer ce franchissement en une forme de fidélité absolue. Pendant ce temps, à Rome, ce même mystère se transformait en peur. Et la peur, lorsqu'elle est combinée à l'ambition politique, produit souvent quelque chose d'inévitable, une campagne pour détruire non seulement la personne, mais aussi la signification qu'elle représente. La chute de Cléopâtre ne commença pas par une défaite militaire, mais par un changement de récit. Pendant des années, son pouvoir avait grandi en marge de Rome, nourri par des alliances, des symboles et une compréhension profonde de la psychologie humaine. Mais lorsque ce pouvoir cessa d'être utile à certains intérêts romains, il devint intolérable. Il ne suffisait pas de la vaincre. Il fallait en faire un avertissement. La bataille d'Actium fut le point de rupture. De loin, les chroniqueurs romains la décrivirent comme une fuite honteuse. Une lecture plus attentive révèle autre chose. Une décision prise sous une pression extrême, à un moment où chaque option impliquait une perte. Cléopâtre retira sa flotte et avec elle le trésor qui soutenait la guerre. Pour certains, ce fut de la lâcheté. Pour d'autres, une tentative de préserver ce qui pouvait encore être sauvé. En tout cas, l'effet fut dévastateur. Le moral s'effondra, l'équilibre fut perdu, et le récit resta entre les mains du vainqueur. Marc-Antoine, désorienté et dépassé par les événements, suivit Cléopâtre. À partir de ce moment, tous deux furent pris dans une spirale d'inévitabilité. Ils rentrèrent à Alexandrie, sachant que l'étau se resserrait. Octave avançait avec une patience calculée, non seulement avec des légions, mais avec une narration soigneusement construite. Cléopâtre n'était plus une reine rivale, elle était l'ennemi public, la personnification de tout ce que Rome disait combattre. Durant ces derniers mois,
Cléopâtre ne se cacha pas. Elle ne supplia pas non plus. Elle maintint les apparences, organisa des cérémonies, afficha un calme qui déconcertait ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas du déni. C'était de la préparation. La reine comprenait que le dénouement ne dépendait plus de la force, mais du contrôle du dernier acte. La mort d'Antoine scella cette transition. Non pas comme un geste héroïque, mais comme l'effondrement de quelqu'un qui avait tout misé sur une alliance impossible à maintenir face à l'appareil romain. Cléopâtre resta seule. Et dans cette solitude, elle prit une décision qu'elle avait anticipée depuis des années. Elle ne permettrait pas que son corps ou son image soient utilisés comme trophée. Elle ne serait pas exhibée, réduite, réinterprétée par d'autres de son vivant. Sa fin fut conçue comme une dernière mise en scène. Vêtue des symboles de son autorité, entourée d'objets qui parlaient de sa lignée et de son pouvoir, Cléopâtre choisit de disparaître selon ses propres termes. Les détails exacts se sont perdus dans des versions contradictoires. Et peut-être était-ce intentionnel. Le mystère protégeait mieux son héritage que toute explication précise. Lorsque les hommes d'Octave entrèrent, ils trouvèrent une scène qu'ils ne pouvaient maîtriser entièrement. Cléopâtre était morte, mais non vaincue. Elle avait transformé l'humiliation prévue en une affirmation finale de contrôle. Même dans l'absence, elle continuait à dicter la signification. Octave obtint l'Égypte. Il obtint l'or, les greniers, la légitimité dont il avait besoin pour devenir Auguste. Mais il n'obtint jamais Cléopâtre vivante. Et ce fait, apparemment mineur, eut des conséquences profondes. Car il força Rome à achever la conquête sur le terrain de la mémoire. À partir de ce moment, la reine serait reconstruite par des mots étrangers. Poètes, historiens et politiciens définiraient qui elle avait été et ce qu'elle avait représenté. La femme réelle, avec son intelligence et ses excès, avec son audace et ses ombres, resterait prisonnière de versions conçues pour servir un empire qui avait besoin de justifier sa victoire. La guerre était terminée. Mais la bataille pour la signification de Cléopâtre ne faisait que commencer. La mort de Cléopâtre ne clôtura pas son histoire, elle la figea et permit à d'autres de la modeler à leur convenance. Avec elle hors de scène, Rome put achever ce qu'elle n'avait pas réussi avec les armes, contrôler le sens de sa vie. Octave, déjà devenu Auguste, comprit quelque chose de fondamental. Gouverner n'était pas seulement commander des armées, c'était décider ce qui devait être rappelé. Et comment ? La figure de Cléopâtre se transforma rapidement en un symbole utile. Non pas une dirigeante complexe, mais un avertissement. Une histoire conçue pour enseigner à Rome ce qui se produit lorsque l'ordre est menacé par ce qui ne rentre pas dans ces catégories. Femme puissante, étrangère, autonome, trop intelligente pour être ignorée, trop indépendante pour être tolérée. Les poètes parrainés par le nouveau régime commencèrent le travail. Ils ne parlaient pas de sa capacité politique ni de ses connaissances. Ils parlaient d'excès, de décadence, d'une reine qui avait corrompu des hommes romains vertueux. Le récit était simple et efficace. Marc-Antoine n'avait pas pris de mauvaises décisions. Il avait été manipulé. Jules César n'avait pas commis d'erreur. Il avait été séduit. La responsabilité se déplaçait, toujours vers elle. Ainsi naquit la Cléopâtre qui allait survivre des siècles. Non pas la stratège qui maintint l'Égypte indépendante pendant plus de 2 décennies. Non pas l'érudite qui maîtrisait diverses langues, sciences et traditions. Mais une caricature fonctionnelle, un archétype, l'incarnation de la menace orientale et de la peur romaine d'une femme qui n'acceptait pas les limites imposées. Ce récit ne servit pas seulement au pouvoir politique, il tranquillisa aussi les consciences. Il permit d'expliquer des défaites, des échecs et des décisions inconfortables sans remettre en question le système qui les avait produits. Faire de Cléopâtre une figure moralement déviante rendait inutile de s'interroger sur la fragilité de Rome face à d'autres formes de pouvoir. Le problème n'était pas l'Empire, c'était elle. Avec le temps, l'histoire se durcit. Des écrivains chrétiens l'utilisèrent comme exemple des dangers du désir et de l'ambition féminine. Au Moyen Âge et à la Renaissance, sa figure fut recyclée encore et encore comme un avertissement moral. Et plus tard, l'art et le cinéma fixèrent définitivement son image de séductrice fatale, réduisant une vie complexe à un seul trait. Cependant, lorsqu'on écarte la propagande et qu'on examine les faits avec soin, une figure beaucoup plus troublante émerge. Cléopâtre fut brillante, et elle fut implacable.
elle fut victime d'une campagne de diffamation systématique et aussi responsable de pratiques que nous considérerions aujourd'hui comme éthiquement inacceptables. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Elle expérimenta sans limite claire. Elle utilisa des êtres humains comme moyen d'acquérir des connaissances. Elle manipula des symboles religieux pour consolider son pouvoir. Elle élimina ceux qui représentaient une menace, même au sein de sa propre famille. Rien de tout cela ne disparaît en reconnaissant la distorsion historique. Mais cela ne peut pas non plus être compris sans considérer le contexte brutal dans lequel elle vécut et gouverna. Ce qui est troublant chez Cléopâtre, ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle révèle. Elle montre jusqu'où un esprit brillant peut aller lorsqu'il ne reconnaît pas de frontières morales. Elle expose comment le savoir, séparé de l'éthique, peut devenir un instrument de domination. Et elle rappelle que l'histoire ne punit pas avec la même sévérité tous ceux qui franchissent ses limites. Les hommes qui ont gouverné avec violence et excès ont été rappelés comme forts. Elle a été rappelée comme dangereuse. Non pas parce qu'elle était moins capable, mais parce qu'elle a défié des structures qui n'étaient pas prêtes à accepter son existence. Son véritable héritage ne se trouve pas dans les légendes sensationnalistes, mais dans les questions inconfortables qu'elle laisse ouvertes. Jusqu'à quel point le pouvoir justifie-t-il les moyens? Qui décide quelle version de l'histoire survit? Combien de figures du passé ont été réduites à des caricatures pour protéger des récits plus vastes? Cléopâtre oblige à affronter ces questions. Elle n'offre pas de consolation. Elle offre de l'inconfort. C'est peut-être pourquoi son nom est toujours vivant 2000 ans plus tard. Non pas comme un souvenir serein, mais comme une ombre persistante. Un rappel que le pouvoir, lorsqu'il est exercé sans limite, peut créer des empires et aussi des monstres. Et que, même vaincue, Cléopâtre a réussi quelque chose que peu de souverains parviennent à faire. Obliger l'histoire à continuer de discuter d'elle.